be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied to the ground. He gives the world its saddest sound, its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Marie Lécluse, responsable du S3 Pays de l'Artois. Merci d'abord de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire sur l'économie circulaire, organisé par le S3 Pays de l'Artois en partenariat avec Team Puissance 2. J'espère qu'en cette deuxième période de confinement, vous allez bien, que ce n'est pas trop éprouvant pour vous et ainsi que pour vos proches. En ce qui nous concerne, nous sommes dans les bureaux de l'unité départementale de l'Artois située à Béthune. Et comme toujours, maintenant, depuis chaque webinaire, je vous propose une petite énigme qui, vous verrez, en fin de parcours, a fait sens avec ce webinaire. Et donc, il s'agit en fait, et je m'excuse d'abord d'avance pour ceux qui ne sont pas scientifiques d'entre nous, mais la majeure partie on l'est, et c'est du niveau, on va dire, de première terminale. Alors voilà l'énigme. Hélène, vous connaissez le logarithme des Périens. Hélène aussi, c'est le prénom d'une femme, bien sûr, mais la belle Hélène, c'est celle de Troie, bien sûr, mais Hélène, la fonction mathématique, vogue en barque avec exponentielle, son amie, donc exponentielle. Donc tout se passe bien, c'est Hélène qui rame. Tout à coup, de fortes turbulences arrivent. Hélène prend peur et crie exponentielle, on dérive, fais quelque chose. Exponentielle lui répond, que veux-tu que ça me fasse? Nous verrons en fin de webinaire pourquoi exponentielle répond, que veux-tu que ça me fasse? Je vais vous présenter en quelques mots et assez rapidement parce que l'ordre du jour est dense. Donc, ce que nous sommes en tant qu'S3 Pays de l'Artois, en fait, nous sommes une association réunissant différents acteurs, réunissant différents 4 collèges, les services de l'État, les collectivités territoriales, les industriels et les associations de protection de l'environnement. Et notre ADN, c'est de parler d'information, de concertation et d'accompagner les territoires autour des sujets de l'environnement. Nous fonctionnons sur 4 grands piliers. Le pilier historique des risques technologiques, et nous assurons un certain nombre de prestations pour les sites Céveso du territoire.
Nous agissons dans le domaine de la prévention des pollutions et des nuisances et notre objectif dans ce domaine est de faire en sorte de réduire les pressions anthropiques ou les pressions de l'homme, les impacts de l'homme sur les milieux. Nous accompagnons les nouveaux projets sur les territoires afin de concilier différents types d'avis qui peuvent être divergents en fonction de diverses implantations. Et enfin, depuis une année, nous gérons la transition écologique et nous accompagnons également les territoires sur cette thématique qui est, comme nous le verrons, très vaste. Et c'est d'ailleurs dans cette thématique que s'inscrit ce webinaire. Alors, notre mode de communication vis-à-vis de nos adhérents était traditionnellement organisé autour de réunions effectuées en physique dans nos locaux habituels. Nous avons une belle salle d'environ 80 à 100 places. Parfois, on peut aller jusqu'à 150 places. Et donc, c'était ainsi que nous fonctionnions. Et la crise du Covid nous a amené à repenser notre mode de communication. Et nous avons innové autour, on va dire, d'un relais d'information hebdomadaire qui s'intitule S3PI Info. Et je vous engage à vous abonner à notre S3PI Info en vous inscrivant sur notre site internet www.s3pi-artois.fr. Et le deuxième mode de communication qui a été le nôtre est la réalisation d'un certain nombre de webinars. Et donc, aujourd'hui, c'est le 4e webinaire du genre. Nous avons réalisé 3 webinars, dont certains ont d'ailleurs trait à l'économie circulaire également. Nous avons réalisé un premier webinaire sur les problématiques d'épandage. D'ailleurs, je salue parmi les participants à ce webinaire Alexandre Segui de la CED, qui a été le premier à plancher avec nous sur les problématiques d'épandage et de Covid. Et la CED contribue à la boucle verte de l'économie circulaire. Nous avons également réalisé un webinaire sur l'efficience et l'efficacité hydrique en industrie et le cycle de l'eau dans l'industrie et la manière de réduire les usages de l'eau dans l'industrie contribue également à l'économie circulaire, contribue à l'amélioration de la biodiversité et c'est très important compte tenu des problèmes de sécheresse que nous connaissons également dans nos régions du nord de la France. Et nous avons organisé un webinaire sur les risques technologiques en lien avec l'anniversaire de Lubrizol en septembre. Et aujourd'hui, nous consacrons un webinaire sur on va dire, l'économie circulaire. Nous faisons systématiquement des évaluations de nos webinaires et je suis heureux de vous dire que voilà, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans un événement 4 étoiles puisque nous avons une évaluation de 4,2 sur 5 et les gens ont été satisfaits de cette formule. J'espère que ça continuera. En termes à présent d'actualité, d'agenda, nous préparons pour janvier 2021 un webinar avec l'INERIS. Là, ça sera un webinar qui sera fait avec l'ensemble des S3PI de France, puisque des structures comme la nôtre existent, on va dire, un peu partout en France. Et nous organiserons avec l'INERIS une information liée, on va dire, à la problématique REACH et aussi, on va dire, à la problématique d'information des consommateurs sur, on va dire, les différentes substances chimiques qui peuvent se trouver dans les produits et notamment l'information et la publicité d'une application qui s'appelle Scan for Chem. Donc voilà, c'est un webinaire un peu technique qui sera fait en janvier, mais donc il est intéressant de le signaler. Et nous travaillons également avec France Chimie à un événement qui avait été programmé en avril cette année, mais qui a dû être différé à l'an prochain, sur la problématique, on va dire, de la responsabilité sociétale des entreprises. Et cette commission ou ce webinaire, on verra comment le réalise, s'intitule « Se mobiliser pour un avenir durable ». Alors voilà, toujours en termes d'actualité, et pour faire un petit clin d'œil à nos collègues du S3PI, du Hainaut, Cambrésis, Douaisis, donc je signale un webinaire qui aura lieu le 10 décembre 2020 entre 14h et 16h sur les déchets amiantés, comment les gérer sur son territoire. Alors, je fais un petit clin d'œil à la société Valam qui est également présente parmi les participants, puisque Valam a développé et est en cours peut-être de labellisation avec Team 2 et Christian Trenet nous en dira un peu plus, mais est en train de faire labelliser
un projet de valorisation des déchets d'amiante dans le bâtiment. Donc voilà, ça peut être l'occasion de faire connaître son procédé. On vient maintenant à ce pourquoi ce webinaire sur l'économie circulaire. Bon, voilà, je pense, comme vous l'avez vu dans le film, hein, qui était assez parlant. Donc, il y a eu donc la reconstruction d'après-guerre, et c'était intéressant de faire un petit clin d'œil au général de Gaulle, qui a contribué, on va dire, à la reconstruction de la France d'après-guerre. Il y a eu aussi, on va dire, et c'est le modèle qui prédomine encore aujourd'hui, il y a eu aussi donc l'émergence d'un modèle d'économie, on va dire, linéaire, donc avec le tout, on va dire, avec l'idée que les ressources sur cette terre étaient infinies, et donc on a été très longtemps dans l'extraire, le fabriquer, le consommer et le jeter. Voilà. Aujourd'hui, les conséquences, on les voit sur notre planète, hein. C'est des inondations, c'est des décharges, on va dire, importantes. C'est aussi, on va dire, un dérèglement climatique qui semble effectivement être la conséquence de nos agissements sur notre chère planète. Et comme le dit, on va dire, le film, fort justement, il n'y a pas de planète B, donc il s'agit pour nous d'être très vigilants et de veiller, on va dire, au grain. Et donc, il est temps de penser, voilà, et c'est un peu dans l'air du temps, et c'est un peu la logique aujourd'hui, de penser à rendre notre modèle économique plus résilient, et l'économie circulaire peut y contribuer, doit y contribuer. Et donc, on peut dire que aujourd'hui, on a un alignement des planètes, hein, sur cette thématique, puisque les industriels comprennent bien que les ressources peuvent varier en termes de coûts, et les matières premières risquent finalement, dans les années ou dans les mois et les années qui viennent, de fluctuer significativement. Il y a aussi les problématiques de taxes sur les déchets, taxes carbone qui risquent de d'être également, on va dire, très importantes dans les années qui viennent. Et donc, il est important pour eux de sécuriser leur business model. Donc, c'est important pour eux de se préoccuper de ce genre de choses. Le deuxième point, c'est, on va dire, le législateur, hein. On a, et vous le verrez après, la loi AGEC. On a un certain nombre de choses qui sont prévues par le législateur pour accompagner ce mouvement vers l'économie circulaire. On aura l'occasion de parler, d'évoquer le plan de relance. Il y a aussi, je pense, les consommateurs qui sont de plus en plus avertis et qui n'ont pas, comme je le disais précédemment, envie d'acheter des produits qui pourraient, entre guillemets, nuire à leur santé. Et enfin, il y a aussi le volet de tous les gens qui sont ici présents aujourd'hui à ce webinaire, tous ces acteurs dans les entreprises qui intègrent, on va dire, et qui souhaitent intégrer la problématique, on va dire, de la préservation de la ressource, du cycle de l'entreprise, etc., et qui souhaitent, on va dire, développer la problématique de l'économie circulaire dans leur propre entreprise. Et donc, le SPI a souhaité mettre un focus sur ces questions-là, donc on va dire en cette fin d'année, et donc aussi montrer que la région de France a en elle-même une vraie dynamique dans cette problématique, hein, dans cette idée d'économie circulaire, à travers notamment le pôle de compétitivité Team Puissance 2, qui est un pôle de compétitivité nationale et qui a été créé dans les années de 2010-2011, et qui, vous le verrez, a un certain nombre de résultats intéressants, et donc qui peut accompagner, on va dire, rapidement cette région pour ce renouveau. Il y a également, et la région nous montrera, la troisième révolution industrielle qui correspond et est un pilier important de ce renouveau industriel de la région. Et donc la région, comme c'était d'ailleurs le cas durant l'époque, la grande époque du charbon, la région peut trouver, on va dire, un vrai acteur de développement à travers cette réévolution, on va dire, économique. Voilà, donc pour être plus technique, on va dire, donc ce webinaire est enregistré et sera éventuellement mis sur notre chaîne YouTube. Votre caméra et votre micro sont désactivés par défaut. Merci de les désactiver pour des questions de flux, de débit. On est nombreux, et donc c'est mieux, on va dire, de tout désactiver pour permettre, on va dire, au flot des échanges d'être optimal. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire, donc, voilà. Donc vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat, donc, qui est prévu à cet effet, et de lever la main, on va dire, pour prendre la parole au moment où cela vous sera proposé. J'en viens à présent, on va dire, peut-être à l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, nous aurons
la présentation des soutiens publics par Anne Guillou, qui est chargée de mission au ministère de la Transition écologique, qui nous parlera de loi GEC et de plan de relance en faveur de l'économie circulaire. Nous aurons Virginie Renaud de la région Hauts-de-France qui nous parlera de la feuille de route de l'économie circulaire de la région Hauts-de-France. Christian Trenel nous présentera le pôle Team 2, mais également quelques éléments de pédagogie en matière d'économie circulaire. Nous aurons un premier jeu de questions-réponses avec vous, en fonction des questions que vous aurez posées. Dans un deuxième temps, donc, nous verrons quelques exemples concrets de projets en termes d'économie circulaire réalisés dans notre région et qui sont, on peut le dire, des success stories. Donc, je citerai l'exemple de valorisation de pneus usagés de Rollgom. Nous verrons Philippe Lorban dans le domaine du recyclage du déchet dans le BTP. Nous aurons Xavier Constant qui nous parlera de comment l'Indium a permis, on va dire, de consolider en quelque sorte le business model de son unité de zinc à Obi. Et enfin, nous aurons Frédéric Emmans qui nous parlera de la boucle du zinc, qui est déjà un exemple, on va dire, réalisé en termes d'économie circulaire. Voilà, peut-être que tu peux peut-être prendre la parole pour dire un peu les participants autour de la table. Donc, je passe la parole à Jérôme Herbeau, qui est le chargé de communication de l'Adrial. Oui, bonjour. En termes de répartition des participants à cette réunion, vous êtes actuellement 212 connectés. On vous remercie infiniment. En termes de répartition, 43% des participants sont issus du monde industriel. Ensuite, 16% autres, 10% d'associations, 13% de collectivités territoriales, 9% d'État, de représentants de l'État ou assimilés, et enfin 8% de représentants du monde universitaire. Alors, il y avait une autre question, je pense, qui était de dire où êtes-vous ? D'où êtes-vous ? Tu l'as peut-être pas posé cette question. Alors sur cette deuxième question, vous êtes 84% à être de la région Hauts-de-France, 13% à venir d'une autre région et enfin 2% à venir de l'étranger sur le continent européen. Voilà, donc comme ça, on voit un peu à qui on a affaire. Donc, ce que je propose à présent, c'est de passer la parole à Anne Guillou, qui va nous présenter les soutiens publics, les soutiens surtout de l'État en matière, on va dire, d'accompagnement de la dynamique économie circulaire. Anne Guillou, c'est à vous, vous avez le flambeau. Pour la Direction générale de la prévention des risques au ministère de la Transition écologique. Donc, je vous propose trois thématiques pour aborder l'économie circulaire au plan institutionnel français. Donc, un petit retour sur la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, dite loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, ce qui va beaucoup plus vite. Ensuite, un petit mot sur le plan de relance lancé au début de l'automne. Et enfin, on conclura sur la Convention citoyenne pour le climat et l'économie circulaire. Donc, la loi AGEC. Alors, avant de parler de la loi AGEC, je voudrais juste refaire un petit retour sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait d'une loi à l'autre, entre la loi, la LTECV et la loi AGEC? Et l'économie circulaire a vraiment pris de l'ampleur parce que en 2015, la LTECV, l'économie circulaire, c'était un titre complet déjà, ce qui était bien, qui montrait la naissance du sujet. Le fait qu'on considérait l'économie circulaire comme l'un des piliers du développement durable officiellement et une définition inscrite donc par la LTECV dans le Code de l'environnement, donc une définition complète, détaillée, couvrant absolument tous les aspects de l'économie circulaire. Et 5 ans plus tard, donc avec la loi AGEC, on a une loi entièrement consacrée à l'économie circulaire.
donc 103 mesures d'application, et des impacts majeurs sur l'environnement, l'emploi, les collectivités territoriales et puis l'économie, et notamment l'industrie. Alors, pourquoi impact majeur? L'environnement, parce que l'économie circulaire aide à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et puis évite les pollutions de manière diverse. L'emploi, comme l'économie circulaire, ça sert à réparer, recycler plutôt qu'enfouir les déchets, par exemple. On a beaucoup plus de création d'emplois possible, donc avec un facteur de 1 à 10 entre 1 tonne de déchets enfouis et 1 tonne de déchets recyclés. Un impact majeur également pour les collectivités territoriales, parce que la loi permet, avec la création de nouvelles filières REP notamment, de mettre moins la gestion de déchets à leur charge. Et enfin, un impact majeur pour l'économie et l'industrie, puisqu'en fait, il y a une dépendance moins grande espérée aux ressources, aux matières premières stratégiques, et donc également une relation moins grande, un impact moins grand attendu de la volatilité du cours des matières premières, puisqu'on y sera plus de matières premières recyclées et on ne dépendra pas donc pas, par exemple pour le plastique, du prix du pétrole. Alors maintenant, la loi AGEC. Alors, il y a 5 volets dans la loi anti-gaspillage économie circulaire. Et un volet majeur, c'est essayer de sortir définitivement du plastique jetable. Alors, avec un horizon pour 2025 pour le recyclage à 100% du plastique, 2040 pour la fin de mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique. Et pour ça, un travail sous forme de plans quinquennaux avec des trajectoires donc sur 5 ans, des objectifs de réduction, de réemploi, de recyclage des emballages. Et enfin, un certain nombre de mesures d'interdiction de plastique à usage unique. Donc, je vous laisse découvrir dans l'encadré les mesures en question. Vous voyez que ça touche de nombreux sujets, alors comme il y avait déjà eu par le passé, notamment avec la loi de transition écologique et énergétique pour la croissance verte, un premier lot de mesures. Donc là, c'est des mesures qui viennent s'inscrire en complément. Le deuxième volet, c'est l'information du consommateur, donc avec notamment le fait de reprendre des modalités de tri harmonisées au plan national et un logo unique là, qui remplaçait le Triman. Donc un certain nombre de choses également pour l'affichage pour le consommateur, donc sur les perturbateurs endocriniens, sur le fait d'avoir une méthodologie obligatoire pour l'affichage environnemental, parce qu'actuellement c'est facultatif, et également des informations sur la garantie légale de conformité. Le troisième volet, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire. Donc là aussi, c'est la continuité de la LTECV avec ce qui existait encore, qu'on pouvait faire, qui est fait. Et puis les 2 derniers volets, agir contre l'obsolescence programmée de manière à améliorer la durée de vie des objets par la réparation en particulier, et à travers la possibilité de réparer par la mise à disposition de pièces détachées ou par la possibilité de construire les pièces détachées qui manqueraient grâce par exemple à l'impression 3D. Et enfin, le dernier volet, qui est celui qui concerne l'industrie, mieux produire. Donc, avec le fait de réformer les filières de responsabilité partagée élargies par des producteurs, donc les filières REP, le fait de les étendre. Alors, je ne vais pas vous lister l'extension, mais vous verrez que vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de nouvelles filières REP qui sont prévues. Une filière REP particulièrement importante qui correspond aux déchets du bâtiment qui est un secteur sur lequel la loi prévoit notamment aussi de mettre qu'il y ait une collecte gratuite des déchetteries du bâtiment. Un point très important.
Et puis, de manière générale, l'idée, c'est, au moment de la production, d'insister à travers des systèmes de bonus-malus sur le fait de produire des choses vertueuses. Alors, maintenant, le plan national de relance donc du 3 septembre 2020 à l'économie circulaire. Donc, un plan de 100 milliards d'euros donc répartis de 2020 à 2022. Donc, 30 milliards pour la transition écologique et parmi ces 30 milliards, on peut noter 500 millions d'euros pour un volet qui s'appelle strictement économie circulaire. Et en complément, 50 millions d'euros pour le recyclage chimique du plastique, donc qui s'intègre directement à l'économie circulaire. Et enfin, 20 millions d'euros pour le soutien au développement de l'éco-conception dans les TPE, PME. Et l'éco-conception est bien l'un des 7 piliers de l'ADEME sur l'économie circulaire. Alors, on peut citer à titre indicatif, donc il y a d'autres sujets du plan concernant la transition écologique qui vont également avoir un impact sur l'économie circulaire. Alors, précisément, qu'y a-t-il dans le plan national de relance et de résilience, ou France Relance, puisque c'est son nom plus court, concernant l'économie circulaire? Alors, il y a un gros volet sur le plastique. Donc, ce n'est pas étonnant parce qu'on a vu que dans la loi AGEC, il y avait un sujet sur le plastique à usage unique et le fait de s'en débarrasser. Donc là, un volet court terme pour le soutien au plastique recyclé et long terme pour le soutien à l'incorporation du plastique recyclé, donc un soutien pour les investissements à venir. Également, un sujet sur les emballages plastiques avec les solutions de substitution au plastique et de réemploi. Donc, on peut imaginer réemployer les barquettes en plastique. Voilà. Donc, avec 40 millions d'euros pour les investissements et 4 millions d'euros pour la stratégie des entreprises en accompagnement. Ensuite, pour ce qui concerne la production des déchets et la consommation des ressources, pour réemploi et recyclage, et cette fois-ci hors plastique. Donc, il y a des choses, et de manière générale. Et on peut noter là aussi que pour le sujet des déchets du bâtiment, il y a un effort particulier de fait de traçabilité qui est prévu, donc avec 5 millions d'euros. Ensuite, dans une deuxième grande partie, il y a l'amélioration du tri, donc avec notamment tri sélectif sur la voie publique et de soutien en collectivité sur ce sujet, et la modernisation des centres de tri publics et privés avec des montants, donc 75 millions d'euros, ce qui est quand même assez important, pour améliorer les centres de tri et les méthodes de recyclage. Et enfin, pour ce qui concerne la valorisation des déchets, donc il y a 3 sujets. Un sujet biodéchets, là encore en lien direct avec les collectivités territoriales qui s'occupent du service public de gestion des déchets. Donc, pour aider vers le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets, 100 millions d'euros. Un sujet sur les combustibles solides de récupération, donc plutôt qu'enfouir certains déchets non recyclables, faire en sorte qu'on les valorise énergétiquement, 80 millions d'euros là aussi pour le soutien à l'investissement. Et un sujet particulier, mais qui est complètement d'actualité, c'est sur le traitement des déchets d'activité de soins à risque infectieux, dit les DASRI, pour essayer de les traiter thermiquement plus près du lieu où ils sont utilisés. Et enfin, le dernier, en forme de conclusion et d'ouverture, la Convention citoyenne pour le climat et l'économie circulaire. Donc, parmi les 149 mesures, dont 146 retenues pour être inscrites dans la loi ou dans le corpus juridique, on a 3 séquences qui concernent l'économie circulaire. Une séquence sur la tarification des déchets, une séquence sur la consigne donc de verre et la vente en vrac, et une séquence, là encore, sur le plastique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Convention citoyenne pour le climat a les propositions suivantes, avec, de manière générale, par rapport à la loi AGEC, une volonté d'aller plus vite. Par exemple, on voit que les dates sur le plastique sont plus ambitieuses que celles de la loi AGEC.
De la même manière, pour les systèmes de consigne, l'ambition est d'avoir une mise en place généralisée pour le verre en 2025. Et puis, il y a le gros sujet de la réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc qui est un sujet qui est partagé par les collectivités territoriales et les contribuables au niveau local, puisque c'est eux qui la paient, de manière à favoriser les comportements responsables donc des habitants d'un territoire, et de voir comment on peut les inciter à mieux trier et globalement à avoir moins de déchets. Voilà, donc j'espère en 10 minutes avoir réussi à vous donner suffisamment d'informations sur le paysage institutionnel français actuel et tout ce qui bouge, et il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de l'économie circulaire. Merci Anne pour cet exposé fort clair. Alors effectivement, en si peu de temps, c'est bien difficile de pouvoir présenter quasiment deux stratégies de l'État très riches en fait, hein, que sont la loi AGEC et puis on va dire le plan de relance. Alors on a 4 questions qui ont été posées dans le chat. Hein. Alors je propose qu'on prenne ces questions après les autres exposés. Sinon, comme le temps est contraint et qu'on veut essayer de respecter, on va dire, la donne, il est important donc de faire suivre les exposés. Et je propose donc à Virginie Renaud de venir nous rejoindre, d'allumer sa caméra et de pouvoir, on va dire, présenter son exposé. Du coup, donc je suis Virginie Renaud-Crédoz, directrice de la direction, donc 3e révolution industrielle en région Hauts-de-France. Et donc j'excuse Aurore Colson, qui est notre élue déléguée sur vraiment la thématique économie circulaire, qui n'a pu se rendre disponible pour cette intervention et qui m'a demandé de la remplacer. Alors, simplement, alors ce que je voulais dire même avant d'entamer la présentation, c'est que en région, enfin, on va faire un petit peu d'histoire, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de régionaux dans la salle virtuelle. Voilà, en région, en fait, alors au début, notre Hauts-de-France, dès 2013, ce qui est important, c'est qu'on avait déjà, dans le cadre du master plan 3e révolution industrielle, donc une grande dynamique qui s'est mise en place en 2013-2014 avec bon nombre d'acteurs régionaux complémentaires, vraiment transversales d'économie circulaire dès ce moment-là, dès 2013. Et parce qu'il y avait déjà des réflexions, des compétences qui se dessinaient dans la région. Et on voit bien que ces notions donc de transversales qui ont été ajoutées à des piliers plus techniques, parce qu'on était déjà dans la réflexion de nouveaux modèles économiques, modes de faire, et dès 2013. Donc c'était un peu, je dirais, en amont, hein, ou en avance par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, où là c'est plus prégnant. Ensuite, c'est vrai que ça a donné donc un foisonnement de première expérience dès ce moment-là, et donc, comme je disais, des savoir-faire, des expérimentations qui fait qu'on avait une certaine longueur d'avance dans la région et une prise en compte de l'économie de la ressource. Toutes ces questions-là étaient déjà un peu prises en compte. Et tout dernièrement, comme on l'a vu, alors à la fois au travers du film, à la fois donc au travers du film, les constats. Je reviendrai pas dessus. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean, sur le plan de relance, enfin la crise sanitaire, économique, plan de relance. Il y a une véritable prise de conscience économique et notamment au niveau régional, qui a fait que notre président de région, dès le juin 2020, a intégré dans son plan de relance régional cette dimension d'économie circulaire comme étant centrale dans la redynamisation, le changement de modèle de la région. Il a appelé ça le pacte productif, un nouveau pacte productif pour la région, et il a intégré quand même la dimension économie circulaire par rapport à l'ensemble de ce que je viens de vous expliquer. Et
si on est vraiment, je dirais, dans le timing à la fois des préoccupations des différentes lois, on vient de voir aussi plan de relance au niveau national, mais également au niveau régional. Et nous avons, enfin la région a voté pas plus tard que jeudi dernier en séance plénière la feuille de route pour l'économie circulaire en région. Et c'est ça, en fait, ce à quoi ce que je veux vous présenter très très rapidement. Mais c'est pour dire que c'est un cheminement. C'est pas aujourd'hui, c'est pas là depuis cet été qu'on se penche sur cette question-là. C'était bien avant, puisque déjà dès les années à peu près 2010, 2013, nous étions sur ces questions. Donc on a un certain nombre d'années d'expérience et évidemment on chemine. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà pas mal d'acteurs en région, donc ça c'est important. Ce qui est important, en tout cas tel que posé dans cette feuille de route économie circulaire, c'est tous ces enjeux. On a bien, et je pense notamment, tous partagé le fait que c'était un vrai enjeu, nouvel enjeu de développement économique, parce que c'est bien ça qu'on cherche après la crise, la relance économique, mais pas la relance économique n'importe comment. On est vraiment maintenant dans des considérations nouvelles d'économie de la ressource, par exemple, et pas produire comme avant ou puiser comme avant toutes ces ressources. Donc c'est du développement économique parce que ça crée de vrais projets avec de vraies activités et de vrais emplois, je dirais jusqu'au bout, la logique, mais pas n'importe comment, et faire donc en faisant attention à l'épuisement des ressources et en donc faisant de l'économie de la ressource avec une optimisation de celle-ci ou le côté plus court, circuit court ou les boucles locales ou encore la valorisation, ou la hiérarchie des usages que vous connaissez certainement tous. Bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la décarbonation de l'économie, on l'a tous aussi en tête, c'est parce que c'est aussi un nouvel enjeu planétaire, mais à notre niveau, on se rend bien compte que l'économie circulaire contribue beaucoup à cette décarbonation de l'économie, de fait justement de cette économie de la ressource, mais aussi dans les process industriels. Quand vous mettez des métaux recyclés à la place des autres métaux, eh bien, vous allez moins chauffer. Il y a d'autres choses derrière qui font que quand on intègre, et ça, les industriels pourront le dire, et on a des beaux exemples juste après, eh bien, c'est toute je dirais, un process complet, autant en ressources, mais aussi d'énergie derrière, qui fait que, on est sur la logique de décarbonation de l'économie. Et puis on le voit, et ça c'est aussi une dimension importante sur l'économie circulaire. Alors s'appuie et à la fois développe des nouvelles coopérations. On a vraiment, alors dans cette logique, on va dire globale de troisième révolution industrielle, ça fait un peu partie de notre ADN, on coopère beaucoup, mais avec l'économie circulaire, étant donné que les déchets des uns peuvent faire les ressources des autres, ou on a l'écologie industrielle, eh bien cet aspect coopération est très importante. Donc l'idée de cette feuille de route, c'est aussi de se dire, au niveau régional, que chaque acteur, à son niveau, par son entrée, peut participer à la réussite de ce changement de modèle. Et donc, on a ces différentes façons que vous voyez là à l'écran. Donc, c'est l'approvisionnement, c'est la conception, l'éco-conception, c'est la production différente, la distribution également, la vente, utiliser, consommer. Donc, on peut voir, je dirais que tous les acteurs de la société, économique, collectivité, et dans énormément de domaines ou de secteurs d'activité, peut intégrer dans ses pratiques cette notion d'économie circulaire. Et donc, le fait de coopérer, et ça c'est un peu nouveau quand même, on le voit au travers des entreprises qui veulent y aller, parfois elles ont cette intégration, je dirais, je fais attention à mes consommations, mes déchets, etc. Mais quand on voit que la coopération sur le territoire local ou régional peut créer de la valeur, ça, pour le coup, c'est plus nouveau, en tout cas en prise de conscience. Donc ça, on a voulu vraiment l'appuyer, qu'on s'appuie sur un grand nombre d'actions possibles derrière toutes ces notions-là. Alors,
ça, c'est vraiment des mots, je dirais, d'Aurore Colson, l'élu en charge de l'économie circulaire chez nous, qui voulait absolument que cette feuille de route soit pédagogique, évolutive et propice à l'action. C'est vraiment ces termes, dans le sens où, et on l'a aussi un petit peu dit tout à l'heure, il faut continuer à sensibiliser, informer. Faut que les formations aussi intègrent ces notions-là pour que l'appropriation soit plus large. Même si l'épisode qu'on vit là depuis 2020 fait que on se rend compte que les prises de conscience consommateurs, producteurs, des entreprises ou autres ou élus est plus forte. Là, d'un coup, ça a accéléré tout ça. Bon, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là et il faut continuer. Et ça, c'est un des axes aussi de la feuille de route et mission aussi pour la région de mobiliser pour parler, enfin voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rentre tout à fait dans cette logique-là, échanger et puis montrer toutes les bonnes pratiques, pardon. Donc soutenir, on continuera la région en tant que chef de file. Alors la région, elle ne fait pas tout ça seule, évidemment, elle est chef de file, elle va poser ce cadre et derrière il y a un écosystème important en région qui développe des projets, qui accompagne, qui crée du lien, enfin mettre ensemble, on va dire, ou connecte le monde de la recherche avec le monde de l'entreprise pour que tout ça aboutisse à des projets et ce nouveau développement économique. Et si elle a voulu évolutive, hein, on l'a vu la slide avant, elle voulait évolutive parce que on a des premiers champs d'action qui sont intégrés dans cette feuille de route que vous allez voir là, notés, mais bien évidemment, ça peut s'appliquer à d'autres champs d'action et donc régulièrement, on pourra revisiter ces différents champs d'action et en ajouter. Donc là, on a les métaux sur lesquels on va revenir juste après avec des exemples, mais les métaux avec déjà pas mal d'acteurs et des choses qui ont été réalisées. Le plastique, alors voilà, je vais pas tous les lire, mais le biosourcé, le bois d'essence régional, les sédiments, le bâtiment travaux publics, vous aurez un exemple aussi après très, très précis. Mais c'est déjà des champs dans lesquels nous avons des actions précises, nous avons des acteurs, des personnes qui se posent des questions, de la recherche à la mise en place réellement de projets et des résultats. Sur la mode circulaire, l'allongement de la durée de vie des matériaux, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, nous l'avons aussi ajouté dans cette feuille de route qui se veut assez large. L'économie industrielle, j'en ai parlé. Et bien évidemment, en transversal en fait de l'ensemble des thématiques, on a systématiquement la recherche, la formation et l'innovation parce que sans ça, on voit bien, on est sur des champs nouveaux, donc il faut l'ensemble de l'écosystème, de la recherche jusqu'aux entreprises ou jusqu'aux consommateurs, même parfois on peut faire une boucle complète, qui soit sur ces notions-là pour que ça fonctionne. Voilà ce que je voulais vous présenter. Et à votre disposition, bien sûr. Merci bien. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc les questions seront posées, on va dire, après la troisième intervention, celle de Team Puissance 2. Donc, Christian, je te laisse prendre à la main maintenant. Et ensuite, on posera les questions qui n'ont pas manqué d'apparaître sur le chat. Bonjour à tous. Bonjour aussi de la part de toute l'équipe de Team 2. Et puis, merci aussi aux financeurs du pôle présents autour de la table, la région France, l'État, la CAL et la MEL. Un petit point très rapide sur rappel des concepts de l'économie circulaire, puis après comment un pôle de compétitivité peut accompagner un certain nombre de démarches, c'est ce que nous avons fait jusque maintenant, pour aboutir après à la présentation, donc à travers 4 cas de structures que nous avons accompagnées. Alors, on est dans un contexte global où tous les impacts environnementaux sont à prendre en compte au niveau aussi bien de l'activité humaine que des activités économiques et sur toutes les étapes. Et c'est aussi une des grosses évolutions que l'on voit depuis un certain temps. Les entreprises, les filières, parce qu'on parle de plus en plus de filières, sont au-delà des facteurs d'influence un peu traditionnels connus, l'influence des clients, des fournisseurs, des nouveaux entrants, des nouvelles technologies, sont maintenant de plus en plus aussi impactés par 4 nouveaux domaines
Le numérique, tout le monde en parle, vous le connaissez. L'économie de coopération, vous venez d'en entendre parler, mais c'est aussi parce que toute modification de changement de comportement et de changement donc, de matériaux, par exemple, dans une filière, c'est toute la filière qui doit bouger, ce n'est pas simplement une entreprise toute seule. Et souvent, cette économie de coopération montre qu'à travers l'économie circulaire, il y a de plus en plus de liens forts à entretenir entre les fournisseurs, les intervenants et les utilisateurs, par exemple, des nouvelles ressources qui sont faites à travers des technologies comme le recyclage. Mais il n'y a pas que le recyclage pour entrer dans l'économie circulaire, on en parlera après. Et nouveau facteur depuis maintenant 20 ou 30 ans, mais qui s'amplifie aussi bien au niveau des entreprises que des réglementations nationales et européennes, même mondiales, c'est l'impact de l'analyse en cycle de vie, comment on mesure à tout niveau les impacts sur les démarches. On peut dire que l'économie circulaire touche deux grands types de secteurs d'activité ce qu'on appelle les industries d'artère, c'est toutes les entreprises qui ne sont pas des entreprises du recyclage. Et elles-mêmes ont déjà en interne pas mal de choses à faire. On le verra après dans les schémas de l'ADEME, c'est comment j'utilise de moins en moins de ressources non renouvelables, non recyclables et que je les substitue par des ressources renouvelables et recyclables. Comment je m'assure que ma production est propre et on commence à voir aussi avec un certain nombre d'acteurs, c'est à travers l'outil ACV, comment je mesure que les bénéfices que je fais sur l'impact environnemental et l'impact de ressources, ça n'entraîne pas un report négatif chez mes utilisateurs ou chez mes fournisseurs. Et les grosses évolutions qui sont en train de se faire au niveau de ce qu'on appelle les industries de domaine et majoritairement donc les entreprises de recyclage, c'est comment le déchet devient une ressource avec des méthodologies aussi respectueuses de l'environnement pour la fin de vie. Voilà. Alors, il y a les deux grands concepts qui ont eu cours ces dernières années, donc l'écologie industrielle et l'économie circulaire. En quoi c'est différent? Dans l'écologie industrielle, c'est vrai que le critère était réduire les déchets, réutiliser, recycler, réemployer. Et on était plus sur une optimisation de modèle économique. Alors que quand on est dans l'économie circulaire, vraiment, il y a des changements extrêmement profonds qui sont pilotés en général par les directions d'entreprise et qui disent que tout ce que l'on fait doit préserver les ressources que l'on utilise dans nos process. Et ça a aussi un certain nombre d'interactions avec beaucoup plus d'acteurs qu'on ne l'a quand on est en écologie industrielle. Donc, on parle de biotope et on veut vraiment aller vers ce changement de modèle économique de façon significative. Il y a différentes façons, vous le verrez, vous aurez le PowerPoint, mais c'est surtout comment on vise à faire une croissance qui consomme de moins en moins de ressources. Et il y a 3 leviers pour le faire. Un levier de découplage technique, comment on produit la même chose par des techniques plus efficaces. Donc, c'est toute l'innovation technologie et notamment celle que nous, en tant que pôle de compétitivité, nous essayons de porter. Il y a des découplages fonctionnels, on le verra aussi dans ce qui est promu par l'ADEME ou la Fondation Ellen MacArthur avec partir vers des économies plus servicielles et puis enfin l'action sur le comportement des utilisateurs finaux. Vous verrez qu'à travers les quelques exemples, faire que des gens du BTP admettent comme nouveaux matériaux dans leur process des matériaux issus du recyclage, ce n'est pas toujours aussi évident quand on a eu l'habitude de travailler avec des matériaux dits de ressources plus nobles. Ce premier schéma est un schéma donc, qui a été développé par Ellen MacArthur et qui montre qu'il y a quelques boucles où l'efficacité est de plus en plus forte. C'est d'abord travailler sur la maintenance des équipements et donc comment on fait l'introduction de la réparabilité, ensuite travailler sur le réemploi, ensuite travailler sur des réusages à d'autres utilités. C'est tout le sujet des discussions actuellement, par exemple, sur les secondes vies des batteries des véhicules électriques. Et en finale, on va faire le recyclage. Le schéma de l'ADEME, qui est cité depuis tout à l'heure, montre et éclaire sur les 7 piliers sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour développer cette économie circulaire dans vos entreprises. D'abord, travailler sur votre offre, l'approvisionnement de vos ressources, comment vous développez l'éco-conception, comment par ces petites boucles d'écologie industrielle vous mutualisez les ressources. Et dans l'économie de fonctionnalité, c'est comment, au lieu de vendre un bien, vous vendez l'usage d'un bien.
gros sujet, notamment par exemple qui a été développé par Michelin. Pour les poids lourds, maintenant, ils vendent de pneus, mais ils vendent 1 million de kilomètres garantis avec, depuis peu, au dernier prix, il a été labellisé récemment au prix économie circulaire du ministère, il couple la vente et la garantie de tenue d'1 million de kilomètres à une baisse de consommation du carburant par un accompagnement aussi à l'éco-conduite. Ensuite, comment les consommateurs que vous êtes pouvez avoir une influence par vos modes d'achat et puis aussi par l'acceptation et aussi par le déploiement de la réparation, du réemploi, du réusage. On voit en région, par exemple, dans le secteur des équipements électriques et électroniques, un certain nombre de choses qui se font. Je pense à Envie 2E qui travaille beaucoup sur des matériels et des équipements réemployés, mais c'est aussi tout le développement de la démarche de la méta au niveau de la MEL pour regarder comment, quand on fait de la déconstruction, on peut employer. Le dernier point, c'est comment on peut recycler mieux et à travers les nouvelles technologies de recyclage, non plus enfouir, mais produire des nouvelles ressources. Voilà, simplement dire qu'à travers l'analyse en cycle de vie, c'est quelque chose d'un peu complexe, mais c'est aussi parce que ça mesure au-delà de simplement l'impact sur le CO2, c'est l'impact sur tout un tas d'autres effets, type la toxicité, l'épuisement des ressources en eau, l'épuisement des autres ressources, la destruction de la couche d'ozone, etc. Et donc, c'est en ça que cet outil est un outil universel avec des bases de données universelles et partagées, que cet outil devient un élément de pilotage et d'évalidation aussi d'un certain nombre de politiques, notamment par exemple au niveau de la Commission européenne. Comment un pôle de compétitivité peut accompagner? Notre rôle, comme tout pôle de compétitivité, c'est à la fois au service d'une région, en s'appuyant sur les forces d'une région et les acteurs d'une région, mais au service au niveau de politique nationale. Et donc, on est en lien avec quelques grandes filières, vous verrez dans les domaines dans lesquels nous sommes, et nous voulons être la région qui, en France, à minima, soit celle un peu porteuse de toutes ces innovations qui permettront de faire cette nouvelle économie basée à la fois sur des cycles courts ou des cycles vertueux, qui ne sont pas forcément courts, mais aussi sur des technologies qui sont au service de la production de nouvelles ressources. On a choisi 5 domaines. Le domaine des métaux critiques, stratégiques et terres rares, de façon un peu surprenante, on a découvert il y a 7-8 ans par une étude européenne que la région Hauts-de-France était la région qui avait la plus grande concentration d'unités industrielles pour travailler sur les métaux critiques et stratégiques. Métaux critiques, c'est les métaux dont la dépendance est très forte, notamment pour tout ce qui est équipement électrique et électronique. Les métaux stratégiques, c'est des métaux, et on verra avec la boucle de dingue, qui paraissent un peu plus banales, mais dont la possession et la maîtrise sont aussi importantes pour le développement de certaines filières économiques existantes. On a pris ça parce que la région est encore une des régions à compétences métallurgiques extrêmement importantes et ces compétences peuvent être transférées vers cette nouvelle métallurgie qu'on est en train d'écrire avec les acteurs. Plastique et composite, 4 grandes sources, les déchets des véhicules, les déchets des plastiques d'emballage, les déchets du bâtiment et puis les déchets des équipements électriques et électroniques. On voit que la région, elle a quand même des compétences et elle a par exemple un des leaders du recyclage des plastiques à destination de l'automobile. On travaille beaucoup avec nos leaders nationaux, c'est Gallo Plastique, basé à Lyon. Et on a quelques leaders qui commencent à développer un certain nombre de choses. On verra tout à l'heure, un des leaders sur le recyclage du PET. Minéraux, sédiments, déchets du BTP. Les minéraux, c'est bien sûr essentiellement dans les déchets du BTP. Et là, c'est là où il y a les tonnages les plus importants au niveau national et européen de déchets. C'est aussi les sédiments, mais c'est aussi les minéraux qui viennent de process industriels. Pourquoi on a souhaité en 4e partie développer les ingénieries et les équipements? C'est qu'on est dans une nouvelle industrie et on voit que, notamment à travers l'arrivée du numérique, mais aussi avec la complexité des produits dont les cycles de vie sont de plus en plus courts et dont les technologies d'assemblage sont de plus en plus pointues, les technologies de désassemblage par le recyclage doivent être aussi pointues et adaptées. Et il faut, par exemple, avoir de plus en plus d'outils pour mieux caractériser le plus en amont possible cela. Et tout ça ne peut se faire que par la mise en boucle innovante qui vont quelquefois au-delà de la simple écologie industrielle de je collecte et puis j'envoie vers des lieux de massification de traitement,
il y a aussi des boucles vertueuses, on le verra avec la boucle de design. C'est ça qu'on essaye de faire. Quelques petits exemples très rapides sur les métaux critiques et stratégiques, les cartes électriques et électroniques. Dans une carte riche comme celle que vous voyez, il y a 100 fois plus d'or par tonne donc, de cartes électroniques que par tonne de minerai d'or dans les mines les plus riches. Ça veut dire que les gisements, ils sont dans notre mine urbaine. C'est ce que développe par exemple Metallica Iceberg ou petite entreprise comme Terra Nova Développement, d'autres acteurs qui commencent à travailler dans les phases amont de préparation de ces produits pour aller vers ces voies de valorisation. Deuxième domaine, c'est les déchets du BTP. On voit qu'avec des sédiments, on peut faire des routes, des sous-couches routières ou des ingrédients, mais on voit aussi qu'avec des éléments issus du recyclage des déchets du BTP, on arrive avec une nouvelle technologie. C'est un groupe qui n'était absolument pas dans le recyclage qui met ça en place, c'est le groupe FIV. On voit en bas que maintenant, il arrive même à récupérer et à retourner presque au grain de sable par le broyage de ciment avec une nouvelle technologie de broyage, récupération des granulats et récupération de la gangue cimentaire qui peut être réutilisée ou réintroduite dans les process cimentiers. Le recyclage des plastiques, des organiques, du textile. Le textile, le relais a développé, et c'est très connu, des isolants, mais il y a aussi tout un tas d'autres activités de recherche pour le réemploi des fibres en boucle fermée, boucle ouverte. Il y a l'exemple du recyclage des pneus, ça vous sera présenté tout à l'heure. Je n'en dis pas plus, mais par exemple, sur le PET de nos bouteilles, nous avons un des leaders français présents à l'Équin avec une trentaine de personnes qui s'appelle Norpalplast et qui est en train donc de développer. C'est l'unique ou une des très rares boucles courtes où les bouteilles travaillées permettent de faire des bouteilles qui sont utilisées à 100 mètres de son usine et donc c'est un fonctionnement presque continu d'alimentation et c'est des projets de développement que nous avons accompagnés. Simplement pour dire aussi que notre région a quelques acteurs assez pointus sur le développement des équipements. Le groupe FIV, j'en parlais tout à l'heure, des broyeurs. Arras Maxeil, c'est leader mondial du traitement des huiles diélectriques des transformateurs. Et cet équipement qu'il a mis en place il y a quelques années fait que des économies sur les huiles diélectriques des très gros transformateurs de haute tension sont relativement énormes et significatives. De Varem Développement, c'est un peu comme ce qu'on verra tout à l'heure avec la société Lorban. C'est une capacité de traiter entre 300 et 500 000 tonnes par an donc de déchets du BTP et comment maintenant on développe des nouvelles technologies pour le plus court possible sur les chantiers, aller le plus rapidement vers la valorisation de ces matières. On a des gens qui fabriquent des broyeurs. On a Ecodas qui est leader mondial des équipements pour traiter les déchets hospitaliers par des voies donc de thermique, mais pas incinération. Hein, c'est plutôt donc, un procédé de mise en température et sous pression, et puis broyage après. Et donc, c'est une entreprise qui a été créée donc, à partir de la fabrication d'équipements pour le textile, hein, des autoclaves. Et donc, c'est sous pression de vapeur qu'on arrive à stériliser les déchets et ça a un succès mondial. Et c'est une des technologies les plus performantes pour traiter les déchets du BTP. Et ETIA, basé à Compiègne, c'est un des leaders que nous avons en France sur les technologies de pyrolyse. Ça, c'est des chiffres à début de cette année, mais les chiffres augmentent de façon significative. Mais on est déjà en une petite dizaine d'années à 426 millions d'euros qui ont été déposés. Vous voyez que c'est majoritairement dans les métaux critiques et stratégiques, où là, les projets sont extrêmement lourds, extrêmement importants au niveau des montants, que nous avons le plus de projets qui ont été labellisés. Et vous voyez en bas les engagements, si les projets aboutissent, les engagements de création d'emplois que ça peut donner. On avoisine les 3000. Voilà, on va passer donc au témoignage, mais je repasse la parole à monsieur Jean-Marie Léthy. Merci Christian pour ta présentation très claire, très concise. Voilà, j'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat et essentiellement d'ailleurs à Anne Guillou. Hein. Voilà, donc il y a une question il y a des questions plus ou moins simples, je pense. Hein, celle concernant, on va dire, le bon respect de l'application de la loi AGEC et de la loi LTECV. Anne, si vous pouviez éventuellement répondre, ça serait gentil de votre part. En fait,
qui contrôle l'application des lois? Alors, déjà, un certain nombre de décrets ont été mis en œuvre pour ça. Et en fait, dans les discussions avec les parties prenantes, la loi AGEC a donné lieu à des compléments, je dirais, par rapport à la loi LTECV pour renforcer certaines obligations en termes d'application de la loi. Je pense par exemple au niveau des infractions qui parfois n'étaient pas considérées comme suffisants dans certains cas, mais ça a été augmenté. Donc, je dirais c'est une façon, un exemple, ça n'est qu'un exemple, pour indiquer comment on peut renforcer l'application de la loi. Mais bien sûr, c'est surtout en fait en discutant avec les parties prenantes de bonne foi en l'occurrence, pour comprendre pourquoi à un moment donné ça ne marche pas comme on avait supposé que ça marcherait, qu'on peut voir comment adapter un dispositif et même législatif et l'améliorer. Donc je ne sais pas si ça répond à la question comment contrôler l'application de la loi, mais voilà en tout cas ce que ça faisait venir comme pensée, ça me faisait venir comme pensée là. Merci bien, Anne. Donc une autre question, on va dire, qui apparaît aussi et qui vous concerne, mais qui concerne peut-être également la région. C'est une question de Sophie de Roche-Gonde qui nous pose la question de savoir quelle place le ministère de la Transition écologique et solidaire entend donner à l'économie circulaire dans le secteur de l'énergie. Et je pense que ça vaut aussi pour la région, puisque quel rôle a joué pour les régions dans le développement et la valorisation énergétique sur les territoires et quels moyens sont mis à disposition. Donc, c'est à la fois une question à la fois pour, on va dire, Anne et pour Virginie. Alors, moi, j'ai essayé de donner quelques éléments de réponse par écrit déjà. D'accord. Pour notamment expliquer comment l'économie circulaire et l'application de la hiérarchie de traitement des déchets, qui préfère éviter le déchet plutôt que le créer et bien sûr l'utiliser quand il existe plutôt que l'enfouir, conduit à réduire les consommations énergétiques, voire à produire également de l'énergie par valorisation énergétique. Et j'ai le sentiment aussi que la boucle verte de l'économie circulaire aujourd'hui, elle marche pas mal, quoi, en fait. Hein. Elle est déjà bien structurée. Donc en termes finalement notamment de projets de développement de la méthanisation et puis de projets aussi de retour au sol des matières organiques. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui marche bien et qui est assez bien maîtrisé sur l'ensemble du territoire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors il y a une question d'Elisabeth Baudier, qui est donc Andréal d'ailleurs, hein, directrice Europe, on va dire Andréal, et qui pose une question. Alors je ne sais pas trop à qui elle peut s'adresser, mais c'est quelle place et rôle possible des entreprises à but d'emploi, territoire zéro chômeur longue durée, aide et accompagnement dans une filière. Alors je ne sais pas qui veut répondre à cette question, si peut-être Virginie veut s'adonner à l'exercice, ça serait… Voilà, ah, Virginie, apparemment… Non. Non. Oui, désolée, j'avais pas le micro. J'ai pas forcément le lien direct entre. J'étais pas sûre. J'étais en train de lire les autres questions en fait pendant votre interrogation. Entre les entreprises à but d'emploi, territoire zéro chômeur longue durée et l'économie circulaire. Ouais. Là, c'est un peu loin. C'est vrai que systématiquement, enfin, ce qu'on a essayé de faire au travers de cette feuille de route, c'était aussi de travailler sur, en effet, la formation, les besoins, les compétences liées à ça. Et donc, ce travail, puisque en région, on a la compétence aussi sur la formation professionnelle, de systématiquement, qu'on travaille avec une filière, de regarder ces questions d'emploi et de compétences. Donc, il y a déjà des choses qui sont faites. On a par exemple déjà une formation dans le démontage là, des batteries qui existent en région, à Hasbrook. Bon, c'est des exemples comme ça, c'est au coup par coup sur certaines filières des choses qui sont développées, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui rentre dans chacune des réflexions dès qu'on travaille sur une filière.
Alors, moi, je dirais, si je peux dire, peut-être un petit complément d'information. Alors, on voit bien que dans les boucles Oui. bleues, hein, montrées par d'ailleurs Christian, il y a des boucles, on va dire, courtes, bleues, donc c'est-à-dire la réparation, le réemploi et le recyclage. Donc, on a 3 types de boucles et on voit très bien que dans l'économie circulaire, plus la boucle, on va dire, est courte, c'est-à-dire par exemple la réparation, et plus, on va dire, l'emploi, on va dire, l'emploi est important. Je crois qu'il y a des statistiques de la Commission européenne qui montrent que pour une tonne de déchets, on va dire incinérés, sur 10 000 tonnes de déchets incinérés, c'est un emploi. Si c'est, on va dire, recyclé, c'est 30 emplois, et si c'est réparé, c'est 300 emplois. Donc voilà, il y a un effet d'échelle qui montre que finalement les boucles courtes sont intéressantes, et c'est vrai que ça peut être intéressant de travailler sur les boucles courtes avant de penser, on va dire, au recyclage à proprement parler. Ça peut être aussi une sorte de réponse finalement à l'intégration, on va dire, à l'intégration de l'emploi, on va dire, dans le cadre de la problématique de l'économie circulaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées? Bon, il y a eu pas mal d'échanges intéressants avec les uns et les autres, ce qui montre que c'est très productif. Alors, il y a, voilà, il y a une question d'Aurélien Buteri qui demande d'où viennent les fonds de Team Puissance 2 et RF3 pour les accompagnements aux industries. Apparemment, donc Christian Trenel me dit qu'il a répondu, donc vous avez la réponse dans le chat, donc c'est pas la peine de continuer. Alors, je vais passer la parole à Jérôme qui va vous donner, on va dire, les résultats du petit sondage qu'on a réalisé donc à travers les 5 questions qu'on vous a posées, on va dire, au cours de ce début du webinaire. Et après, je repasserai la parole à Christian pour continuer et pour nous montrer des exemples concrets, on va dire, de réalisation dans la région. Vas-y, donc Jérôme, présente-nous un peu les résultats du sondage. Alors, pour faire suite aux questions qu'on a posées, hein, vous avez eu 5 questions auxquelles il fallait répondre. En lien avec les présentations qui viennent d'être faites, on a demandé aux participants s'ils avaient des projets en lien avec le volet économie circulaire du plan de relance. Donc, à 33%, oui, et à 40%, on a eu du peut-être. Deuxième question qui était en lien avec la présentation de la région. Doit-on aller plus loin en région Hauts-de-France pour promouvoir l'économie circulaire? Donc là, à 97%, la réponse est oui. Et il y avait 2 questions qui concernaient enfin Team 2. La première, si les participants connaissaient le pôle de compétitivité Team 2. Donc là, à 51%, la réponse est oui. Et enfin, la dernière question qui concernait aussi Team 2 consistait à demander si les participants réfléchissaient ou allaient développer des projets susceptibles d'être labellisés par Team 2. Donc là, on a eu un oui à 16% et un peut-être à 52%. Voilà. Je vous informe que sur les 201 personnes qui sont encore connectées à l'instant, 73% ont répondu à ce sondage que je vais partager incessamment sous peu. Donc maintenant, je vais passer la parole aux exploitants qui vont présenter leur projet. Tout d'abord, Rollgom, donc Monsieur Richard Lect. Mais il y a une petite vidéo que je vais vous partager juste avant son intervention. Le reportage, eh bien, c'est une immersion dans le monde d'Aliapur. Et pour cette première, eh bien, nous prenons la direction du nord de la France à la découverte d'une entreprise qui a un lien très particulier avec Aliapur. Vous me suivez? C'est parti. Nous sommes ici à Arras dans une entreprise Rollgum qui détient un savoir-faire unique. Savez-vous qu'en recyclant des pneus usagés, non seulement on peut innover, mais également on est un leader mondial de son secteur. Vous êtes prêts? Allez, ensemble on pénètre dans les coulisses d'un valorisateur de la filière Aliapur. Bonjour Richard Lett, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Rollgum qui existe depuis 1985. Aliapur, c'est depuis 2004. Qu'est-ce qui vous a conduit dans un premier temps à travailler ensemble?
Une logique industrielle cohérente, la collecte du pneu via Aliapur en France et un recycleur tel que Rollgum. Donc on était fait pour se marier et donc on est partenaire historique d'Aliapur. Alors chaque année ici, Aliapur vous fournit près de 2 millions de pneus. Qu'en faites-vous sur ces lignes de production qu'on va découvrir dans un instant? En quelque sorte, vous leur donnez une deuxième vie? Tout à fait, on leur donne une deuxième, voire une troisième vie à terme. D'ailleurs, Rollgum est champion à l'export. On va aller découvrir tout cela. Au cœur d'un atelier de granulation ici chez Rollgum, puisque pour produire, eh bien, tout est intégré sur une chaîne complète de recyclage du pneu. C'est l'une de vos spécialités également, hein. Tout à fait, on part du pneu entier qui nous est livré notamment par Aliapur et on va jusqu'au produit fini en faisant tout en interne. Alors on l'a dit, l'une de vos forces, c'est votre expertise qui est unique en Europe. C'est toute cette innovation dans ce process de fabrication. Exactement, on a intégré la totalité des étapes de production en interne sans passer par aucune étape intermédiaire extérieure. Alors sur les différentes images, c'est vrai qu'on voit beaucoup de robots d'automatisation dans votre entreprise, mais c'est sans jamais opposer tout cela à l'homme, bien au contraire. Tout à fait, on a essayé d'intégrer l'homme avec la machine et la machine avec l'homme pour former un binôme cohérent. Et je vous invite justement à aller voir la partie vulcanisation de cette usine. Allez, c'est parti, en courant même. Et oui, il n'y a pas que ça. L'innovation, vous allez le voir, ne s'arrête pas qu'aux pneus. Tiens, Richarlette, qu'est-ce que vous avez dans les bras là? Un bidon de lessive et une jante. Alors le bidon de lessive, de même que le bouchon de votre bouteille, vont devenir cette jante en plastique recyclée sur lequel on va monter le bandage vulcanisé qu'on a vu tout à l'heure. Et au départ, il y a ce pneu usagé. Tout à fait, un vieux pneu à qui on va redonner une deuxième voire une troisième vie à l'arrivée. Bon, finalement, vous nous avez démontré que le pneu, loin, très loin d'être un déchet, est une matière première dont la valorisation crée de la richesse. Un vieux pneu, c'est effectivement une matière première noble qui crée de la richesse et de l'emploi. Merci Richarlette. Voilà un bel exemple de partenariat réussi entre une entreprise innovante et surtout une filière performante. A très bientôt pour un nouveau reportage en immersion au cœur du monde Aliapur. Richard, de pouvoir présenter, on va dire, rapidement la société Rollgum. Alors, ce que je demanderais aux exemples industriels, c'est effectivement d'aller très vite, d'être très concis, puisqu'on a déjà quand même mangé pas mal de temps. Excusez-nous encore, hein. À vous, Richard. Oui, bonjour. Alors, première vidéo, le recyclage, voilà. Quelques chiffres sur Rollgum, 35 000 m² de terrain, bon, pas très intéressant. On a surtout 80 CDI et 20 CDD en permanence et on tourne 24 heures sur 24 en 5 équipes tournant par an à hauteur de 330 jours par an. Ça, c'est déjà quasiment un exploit. Voilà, ça, c'est une vision du site vue aérienne récente. Alors, nous, on représente 10% du tonnage annuel qui arrive tous les ans donc, sur le marché français. C'est peu et beaucoup à la fois. On produit environ 15 millions de roues par an pour un chiffre d'affaires d'environ 15 millions. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on fait près de 80% de nos parts de marché à l'export en Allemagne, au Royaume-Uni et même en Chine. Alors, les utilisations pour nos produits, ce sont des butoirs par choc, ce sont des éclisses de rail, des bordures en tout genre, des patates palettes et bien évidemment le bandage de votre roue de poubelle. Les approvisionnements, c'est soit du pneu entier, soit des tronçons, c'est-à-dire des chips de pneus usagés non réutilisables et un petit peu de granulat qu'on achète à gauche et à droite. Et les produits viennent essentiellement de France, de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne. En gros, dans un pneu, il y a 60% de caoutchouc. Sa durée de vie en règle générale est de 3 ans. Et lorsqu'on fait une roue pour une roulette, sa durée de vie passe de 3 ans à 8 à 10 ans.
Et si on prend du granulat pour faire des sols, sa durée de vie va être de 15 à 20 ans, ce qui veut dire qu'on a rallongé la durée de vie du pneu d'environ 25 ans. L'acier, 30% du poids repart en sidérurgie de façon recyclage de façon quasi illimitée, et le textile, lui, va servir de combustible de substitution. Alors, on a fait une rapide analyse du cycle de vie. Vous aurez tout ça ensuite sur vos écrans. On part du PENR et on fait les différentes étapes du cycle de vie. Et ce qu'on voit sur ce diagramme-là, en rouge, c'est Rollgum aujourd'hui. En bleu, c'est Rollgum si on était si on tournait avec une électricité renouvelable verte. Et on voit que dans tous les cas, vous voyez les ordonnées et les abscisses, qu'on impacte très peu notre environnement. Et surtout, ce qui est très intéressant, voilà, c'est celui-ci. Si on délocalisait en Pologne, même chose, Rollgum en rouge et Rollgum si on produit en Pologne, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, il vaut mieux produire en France. Et c'est ce qui a fait que certains de nos clients européens, et surtout les Allemands, nous ont fait confiance, disant qu'il est préférable de faire tourner en Europe de l'Ouest, en France, plutôt que dans un pays de l'Est. Merci. Oh, excellent, Richard. Donc, une présentation très concise. Merci beaucoup. Voilà. J'aurais simplement, on va réfléchir tout à l'heure, mais une petite question. Est-ce que vous avez pensé à faire autre chose que des roulettes avec les pneus? Est-ce que c'est possible? Ça, oui, c'est pour tout à l'heure. Je passe la parole maintenant peut-être à Philippe Lorban, qui est directeur, on va dire, de Lorban TP, et qui, lui, fait de la création de valeur à partir de recyclage de déchets de BTP. Allez-y, Philippe, racontez-nous un peu comment vous avez dynamisé votre entreprise à travers, on va dire, la valorisation de déchets de BTP. Allez-y, oui. Vous avez quelques bonjour. minutes. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour, Philippe Lorban, donc je suis entrepreneur de Republique à la Longueville, près de Maubeuge. Et donc, notre activité, bien sûr, est liée au terrassement et puis à la pose de réseaux divers. Et donc, on génère beaucoup de produits d'excavation et également de produits de démolition. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé un peu à la valorisation. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, depuis 1995, on s'intéresse à la valorisation, donc pour tous nos produits, comme je vous disais, qui créé à la fabrication de béton, fabrication des enrobés, également bitumineux, et puis bien sûr à l'entretien de notre matériel. Ensuite, donc le but de la valorisation, effectivement, on est bien sûr préoccupé par les questions environnementales, et puis la législation, bien sûr, qui interdit aujourd'hui les décharges sauvages, donc il faut bien réutiliser les matériaux. Donc, la problématique est surtout sur les matériaux qui sont argileux, qui sont des matériaux hétérogènes, donc compliqués à réutiliser. Donc, par voie sèche, on est un petit peu limité. Et donc, c'est pour ça qu'on a donc choisi la voie humide pour essayer de retrouver une production de granulats et de sable propre. Parce que ça, la matière minérale est la deuxième matière, ressource naturelle consommée après l'eau, au niveau mondial. Donc, c'est un volume très important. Et aujourd'hui, comme les besoins sont croissants en granulats et en sable, eh bien, on faut trouver des solutions pour les économiser. Et donc, on a pensé à laver la terre pour en retirer, en fait, le sable surtout et le granulat. Donc, notre process, il est bien sûr d'abord de cribler, de concasser, et ensuite par un système d'attrition. Donc, on lave les matériaux et on arrive à les reclassifier pour en tirer donc des gravillons. Et ensuite, il y a un traitement sur le sable, l'appareil avec un hydrocyclonnage, également dans des cellules d'attrition, donc il mélange bien tous ces grains de sable pour retirer cette gangue argileuse qui est polluante, si on peut dire. Et ensuite, c'est donc essoré et on arrive à sortir des sables propres qui pourront servir à refaire du béton, des enrobés ou différentes graves. Donc, la production, c'est donc des gravillons de 4,6, 6,10, 10,20 et puis des sables de 0,4, 0,2. Et bien sûr, l'intérêt après, c'est de normaliser ces matériaux pour qu'ils puissent être réutilisés sur nos chantiers et que les collectivités locales, enfin les maîtres d'ouvrage, puissent les accepter. Donc, c'est un peu notre défi. Et donc, on a pour ça réalisé un investissement relativement important et on a été accompagné pour ça par Team 2 et puis bien sûr qui nous a
accéder au fonds FEDER par la région des Hauts-de-France. Donc voilà un petit peu notre projet qui va être réalisé en début d'année prochaine. Merci. Merci bien. Donc, Philippe, très intéressant aussi. Bon, aussi que dans le domaine du BTP, il y a énormément de choses à faire. Hein. Vous êtes vraiment devant un Eldorado, on va dire, de développement et ce type de projet, effectivement, qui économise la ressource et notamment la ressource, le sable, etc., constitue, on va dire, vraiment une chose très, très importante et très intéressante, finalement, sur le plan économique et sur le plan de l'environnement. Je passe la parole peut-être maintenant à Xavier Constant, qui lui, va nous parler de… Ah, Xavier Constant, apparemment, on me dit qu'il ne s'est pas joint à notre réunion. Et donc, je vais passer peut-être la parole à Christian. Donc, je lui laisse la parole. Oui, pour terminer sur la diapo de M. Lorban, c'est de montrer qu'on est quand même sur un gain de 40% de matière récupérée et c'est relativement significatif. Alors, très rapidement, mais là, je vais le faire en duo aussi avec Frédéric Heymans qui présente la boucle du zinc. Nyrstar est une entreprise très ancienne dans la région appartenant à un groupe, et ça s'appelait avant Asturienne des Mines, du côté de Douai, plus de 100 ans. Et c'est une entreprise qui est dans un grand groupe leader mondial de fabrication de zinc. Il y avait 5 unités, certaines sont en train de disparaître. Et l'entreprise, avec l'investissement qu'elle a fait pour valoriser ses coproduits et ses déchets, est passée de 5e au niveau efficacité dans le groupe à première, par l'introduction de cette revalorisation de l'indium. Donc, c'est une raffinerie qui travaille par des technologies d'hydrométallurgie, mais fait venir un certain nombre de minéraux d'un certain nombre d'endroits, que ce soit d'Australie, que ce soit des États-Unis ou d'autres pays. Et ce qu'ils ont voulu faire à travers ce projet, c'est dans les coproduits qui sont issus du process, c'est de récupérer l'indium et de cette façon-là, d'une part, baisser l'impact environnemental de façon significative et récupérer un métal qui a une valeur aussi relativement importante. Et vous voyez les chiffres, elle fait 172 000 tonnes de zinc par an, 200 000 tonnes d'acide sulfurique, mais seulement entre 50 et 70 tonnes par an d'indium. Mais il y a 4 ou 5 ans, quand le niveau de l'indium était à un très bon niveau, les 50 tonnes d'indium faisaient plus de bénéfices que les 172 000 tonnes de zinc. On voit que de valoriser des coproduits dans un process, ça peut quelquefois amener un complément de performance au niveau d'une entreprise. L'indium, c'est quoi? C'est ce que vous utilisez pour vos tablettes, c'est utilisé dans des panneaux solaires. Mais petit point avec l'étoile ici, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup d'indium. C'est vrai que ça a une forte valeur, mais ce qu'il y a comme indium à extraire dans un écran plat de 1 mètre carré, en réalité, la valeur, il y a 2 ans ou 3 ans, était de 0,60 centimes d'euros par mètre carré. Et actuellement, avec la baisse du cours de l'indium, c'est baissé aux alentours de 0,30 euros. Ça veut dire que les technologies pour les récupérer, elles doivent être hyper performantes si on peut aller jusque-là. Par contre, la croissance par les usages, les écrans plats, le photovoltaïque, les LED, mais aussi tout ce qui est écran tactile, donc c'est un métal qui est relativement demandé. Il y a des besoins relativement importants chaque année, en forte croissance. Quelques exemples sur les évolutions, mais c'est surtout aussi montrer que l'indium vient d'un résultat de coproduits donc issus de la lixiviation qui avant était simplement mis en décharge et ça coûtait très cher. Maintenant, ça rapporte quand même quelques 30 ou 40 millions d'euros par an à l'entreprise l'indium par rapport au volume. Les derniers investissements sur lesquels on a accompagné l'entreprise, c'est pour arriver à un indium de qualité 99,998, donc parmi les plus performants au niveau de la qualité. Ça veut dire que ça peut être pour des applications dans l'électronique et dans tout ce qui est écran plat pour les rendre tactiles. Voilà, ça c'est simplement pour vous montrer qu'une des difficultés dans ces valorisations de produits à forte valeur, c'est qu'il y a des variations de cours qui peuvent passer de $1000 du kilo à $150 du kilo sur 6 mois de temps. Et donc, il ne faut pas se tromper dans les investissements. Et si on fait les investissements avec les kilos, on se trompe. Voilà, donc les conclusions, il y a un marché de croissance qui a soutenu et qui a fait basculer fortement la compétitivité du site. Et
Donc, en global, les taux d'indium sont récupérables, mais de façon extrêmement compliquée. Ça veut dire qu'il faut modifier les process des usines pour le faire. Il y a un certain nombre de gisements relativement importants sur lesquels on peut aller le rechercher, mais pour l'entreprise, ça a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Ça l'a fait passer donc de 5e à première en performance, et surtout, ça a réduit de façon significative l'impact environnemental, parce que ce coproduit, s'il n'est pas valorisé, il est considéré comme un déchet poison, autre chose. Voilà en quelques mots ce que souhaitait dire Xavier Constant, mais boîte internationale avec des contraintes internationales. Ça peut être complété tout de suite par Frédéric Heymans de la société Recitech, qui connaît très bien l'entreprise, parce que c'est dans ce cadre-là qu'il y a cette boucle du zinc. Oui, bonjour à tous. Merci Christian pour l'introduction. Donc Frédéric Heymans, directeur général de Recitech. Et nouveau président du pôle de compétitivité Team 2. Voilà, il fallait que tu le dises, effectivement. Voilà, j'ai la dure tâche de finir ce webinaire et de vous présenter la boucle du zinc en moins de 10 minutes et qui va faire le lien avec la présentation précédente. Donc, avant de parler de boucle du zinc, il faut juste savoir un petit peu le zinc. On est entouré de zinc partout autour de nous, mais on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Principalement, son utilisation est en galvanisation. C'est son utilisation principale. L'application en toiture et gouttière, finalement, ne représente que 6% de son utilisation mondiale. Donc, on voit que ce zinc est présent dans plein d'industries différentes et, a fortiori, dans plein de déchets différents. Peut-être le slide suivant. Donc, dans plusieurs déchets, dans plusieurs industries. C'est un métal qui est plutôt bien recyclé au niveau mondial parce que 60% du zinc recyclable est recyclé et un tiers de la production mondiale de zinc est issu de zinc recyclé. Donc, typiquement, le site Nyrstar à Obi, quand il produit un lingot de zinc de 1 kg, et bien effectivement, 30% de ce lingot est constitué de concentré de zinc issu du recyclage, et nous y reviendrons. Bon, il est bien évident que le recyclage des métaux consomme moins d'énergie que la production primaire, et c'est notamment ça également qui est intéressant. Alors, le zinc n'est pas considéré comme un métal stratégique au sens de la définition tant européenne que française. Les ressources, bien évidemment, sont en baisse, mais restent conséquentes, et surtout, il n'y a pas de tension géopolitique sur les mines de zinc, étant donné qu'il y a des mines un peu partout dans le monde. Par contre, oui, pour moi, le zinc peut être considéré comme un métal stratégique parce que d'abord, il y a une forte demande. Il faut savoir que la Chine, à elle seule, consomme plus de 60% du zinc produit dans le monde, que ce zinc est essentiel pour protéger l'acier et les infrastructures, et donc à ce titre-là, favorise aussi le développement durable. Comme on l'a vu, c'est un vecteur de métaux stratégiques. C'est dans des minerais de zinc et dans des coproduits contenant du zinc que l'on retrouve l'indium et notamment aussi le germanium, sans parler de l'argent et d'autres métaux précieux. Et puis surtout, c'est un métal stratégique pour un territoire parce que effectivement, la boucle d'économie circulaire dont je vais vous parler est tout à fait représentée intégralement dans les Hauts-de-France et est assez stratégique, notamment en termes d'emploi et d'environnement. Voilà cette boucle que l'on évoque. Alors, on va partir du haut, la voiture, donc typiquement production automobile. Le zinc utilisé pour une carrosserie galvanisée. Il faut savoir qu'une voiture standard contient environ 10 kg de zinc. Cette voiture arrivant en fin de vie est envoyée chez un ferrailleur, et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces ferrailles issues du démontage du véhicule sont ensuite envoyées dans des aciéries électriques, et on a quelques exemples, notamment autour de Valenciennes, d'aciéries électriques qui utilisent ces ferrailles galvanisées pour reproduire de l'acier. Et en faisant cette opération-là, elles vont générer des poussières, qu'on appelle poussières d'aciérie électrique, qui sont des déchets collectés dans leur filtre, qui contiennent le zinc qui était contenu sur les tôles. C'est ce type de déchets que nous recevons à Recitech, c'est donc le four en bas, poussière qu'on va charger dans notre four, et on va en produire derrière un concentré de zinc, donc un produit fini, une poussière, un minerai issu de la mine urbaine, qui va ensuite partir chez nos collègues de Befesa pour être lavé, pour enlever un certain nombre d'halogènes. Et cet oxyde Wells, parce que c'est bien de celui-là qu'on parle, va être ensuite envoyé chez Nyrstar, notamment à Obi, pour, en complément du minerai de zinc issu des mines, par voie hydrométallurgique, reproduire des lingots de zinc qui vont être vendus aux galvanisateurs, qui vont regalvaniser des tôles et vont nous permettre de refaire des carrosseries automobiles galvanisées. Voilà, donc toute cette boucle, elle est sans fin et elle est effectivement, tous les acteurs sont présents en région. Alors,
je vais quand même parler juste quelques mots de Recitec. On est installé à Fouquier-les-Lances, près de Lens. On est une JV 50-50 entre un groupe espagnol et un groupe français. On est 50 personnes, enfin un peu moins, 48. Et on a un chiffre d'affaires qui dépend du cours du zinc, qui est de l'ordre de 40 millions d'euros l'année dernière. Cette année, on sera plutôt aux alentours des 28. Voilà, une grande surface et beaucoup d'investissements. Si on zoome un petit peu sur le flux, et à nouveau, ce n'est pas en quelques minutes que j'ai le temps de vous expliquer la métallurgie qu'on a, mais je vous invite à me contacter et à venir nous visiter. Donc, on charge 120 000 tonnes sèches de matière contenant du zinc qui vont des poussières d'acierie jusqu'au broyat des piles alcalines salines qui sont des concentrés zinc manganèse. On y rajoute deux matières premières, du carbone, qui est du coke de pétrole chez nous, qui est un résidu de raffinerie, et de la chaux. Un petit peu d'énergie, notamment pour faire tourner les moteurs. Et derrière, on sort un produit fini qui est notre oxyde Wells, un concentré de zinc riche à 60% de zinc, donc qui est tout à fait comparable à un minerai, un concentré issu des mines, et un coproduit ultime qui est la Scory Wells, qui est actuellement valorisé en centre d'enfouissement technique pour des merlons périphériques. Voilà pour Recitec. Alors, voilà, donc tous ces acteurs de la boucle et plus précisément les acteurs amont et aval de Recitec, donc à la fois les aciéries électriques, les fournisseurs de poussières contenant du zinc et les utilisateurs comme Nirstar, on a tous des enjeux et des sujets communs autour, bien évidemment, de l'économie circulaire. Les déchets de l'un sont les matières premières des autres. On est impacté par la fluctuation des cours des métaux. On a, et spécifiquement en Haute-France aussi, des questions autour de la gestion des compétences, avec des questions d'attractivité et de formation du personnel. On est toutes et tous des industries lourdes, implantées souvent dans un environnement périurbain avec toute la difficulté de s'y acclimater et de s'y développer en bonne harmonie. Des aspects énergétiques également qui nous relient et une image et une reconnaissance en tant qu'acteur de la nouvelle métallurgie. Et donc, par rapport à tous ces enjeux et sujets communs, un certain nombre d'initiatives et de projets d'innovation se font entre nous, parce que chaque acteur de la boucle développe des projets innovants spécifiques et puis des projets aussi qui ont des relations avec les partenaires de la boucle. Et donc, se mélange un petit peu cette notion de clients, fournisseurs et partenaires pour développer des projets communs. Donc, une boucle solide avec des partenariats entre les acteurs qui créent finalement des boucles dans la boucle. Et là, je vous donne quelques exemples de projets en cours ou réalisés dans cette boucle. Par exemple, le Fourvels que nous avons ici à Recitec est un outil unique en France. Il n'y en a qu'un seul en France. Et donc, on peut tout à fait imaginer que ce type d'outil puisse être utilisé pour valoriser d'autres métaux, et notamment des métaux stratégiques, et des projets de collaboration avec Nirstar pour notamment concentrer l'indium dans certains flux sont à l'étude et ont même déjà été réalisés sous forme d'essai. Des questions de récupération de chaleur fatale, c'est une grosse étude que Recitec mène actuellement pour produire sa propre électricité à partir de l'énergie dégagée par son four. Tous les acteurs de cette boucle ont aussi des coproduits ultimes, des coproduits industriels type scorie ou laitier. Et donc, comment essayer de valoriser au mieux ces coproduits, avec notamment une réalisation très récente de la part de Recitec, où on va renvoyer une partie de ces scories dans des fonderies pour récupérer le fer qui était contenu dans ces scories. Il y a aussi des projets collaboratifs avec Befesa et Nirstar sur la production de ferro-alliage dans un four électrique. D'autres exemples encore dans le slide suivant sur l'optimisation de la consommation électrique pour des électro-intensifs que sont par exemple Befesa et Nirstar. Befesa travaille beaucoup sur la valorisation des résidus manganèse aussi dans son four électrique. Nirstar sur les métaux stratégiques, on l'a vu avec l'indium. Et puis, de manière générale, et peut-être un peu plus transversale et pas spécifique à la notion de métallurgie, mais voilà, quand on se connaît bien, quand on a des partenariats et qu'on travaille ensemble, eh bien, on échange, on benchmark les différentes bonnes pratiques, on utilise et on échange sur tout ce qui est transformation digitale. Et puis, de manière très concrète, à nouveau, dans cette période un petit peu compliquée de confinement, eh bien, entre Recitec, Befesa et Nirstar, on se téléphonait quasiment tous les jours, en tout cas durant le premier confinement, pour collaborer ensemble en termes de ressources humaines, d'organisation, de procédures, de soutien mutuel. Et ça fait partie aussi finalement de l'économie circulaire, une sorte de communauté qui nous permet de mutualiser nos efforts. Et in fine, évidemment, nous sommes tous les trois, Recitec, Befesa et Nirstar, membres actifs du pôle Team 2 qui nous représente clairement au regard de notre métier.
Et donc, en conclusion, il est très important, dans le cadre d'une boucle, de bien se connaître, de travailler en cluster, parce que si on fait un projet dans son coin, on sait que de toute façon, ça peut avoir ou ça aura une conséquence sur les acteurs en amont ou en aval. Importance du coup de la notion de réseau, notamment via Team 2, mais d'autres structures, pour développer la confiance et le partenariat. Le soutien public est bien évidemment important et le plan de relance en fait partie. Et j'aime bien de dire qu'on était un peu tous dans Nearstar, que Befesa, que Rocitec, un peu des industries dites du passé, des industries lourdes, souvent considérées comme très polluantes, et qui, par leurs innovations, permettent maintenant d'être à la pointe de l'économie circulaire et de devenir un peu des industries du futur. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair malgré le temps très court qui m'était imparti. C'était parfait, Frédéric, donc très clair, très précis. Et vous avez droit à une question, en fait, hein, une question donc de AC Poisson qui demande: est-il possible de valoriser 100% des deux coproduits présentés et éviter l'enfouissement du deuxième coproduit? Ah ben c'est tout l'objectif. Et effectivement, alors le deuxième coproduit, en fait, il y a une petite quinzaine d'années, on a changé de procédé. Le procédé précédent nous permettait de valoriser 100% de la scorie en technique routière. Maintenant, on a changé de procédé pour économiser en émissions de CO2 et en consommation énergétique. Et la scorie n'est plus utilisable telle qu'elle en technique routière. Donc, on a trouvé une filière de valorisation dans un centre d'enfouissement technique, c'est-à-dire qu'ils utilisent notre scorie pour construire la décharge en sous-couche d'alvéole, en merlon, etc. S'ils n'avaient pas cette matière-là, ils devraient prendre du matière naturel. Donc, c'est quand même de la valorisation, mais je vous l'accorde, relativement à faible valeur ajoutée, faible valeur environnementale ajoutée. Et donc, c'est tout l'objectif des différents projets que je mène depuis de nombreuses années, avec notamment cette valorisation en fonderie, par exemple, ou valorisation en intégrant d'autres matériaux, des bétons ou des choses comme ça. Il y a des formulations qui ont déjà été finalisées pour fabriquer des pavés autobloquants, des bordures, etc. Mais il faut encore maintenant trouver des partenaires industriels pour essayer de développer tout ça. Mais clairement, le but est d'avoir un 100% de valorisation. D'un côté, on a un produit fini, le concentré de zinc, c'est plus un coproduit, c'est bien un produit. De l'autre côté, on a un déchet qui est cette scorie et qui se doit de rentrer dans une vraie filière de valorisation. Donc, c'est le but et c'est grâce aux projets collaboratifs notamment qu'on va pouvoir y arriver. Un grand merci, un grand merci. Donc, j'avais tout à l'heure posé une question à Richard Lett sur les problématiques, on va dire, de diversification, de recyclage des pneumatiques. Je ne sais pas s'il veut y répondre. Et on sait faire tout objet moulé en caoutchouc à partir de poudre de caoutchouc de PUNR. Ça pose strictement aucun problème. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être. Bon, alors, il y aura en conclusion, j'en reviendrai en conclusion. Là, je vais passer la parole à Jérôme, le chargé de communication, qui va vous faire un peu la pub au niveau de nos réseaux sociaux. Oui, avant ça, est-ce qu'il y a encore parmi les 149 personnes présentes des questions que vous souhaiteriez poser aux intervenants qui sont encore là? Vous pouvez lever la main ou alors vous manifester dans le chat. Je vous laisse quelques instants. Alors, j'ai une question d'Abdesamad Haït El-Kadi qui demande si on a des éléments sur les coûts logistiques de ces circuits ainsi que les impacts de transport sur le transport. Alors, je peux peut-être juste pour la partie Rocitec, les boucles du zinc, répondre à nouveau de manière très générale parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail des impacts, mais oui, ce sont des choses qu'on étudie. À nouveau, l'avantage, et c'est là toute la magie de cette boucle, c'est qu'à nouveau, tous les acteurs sont en région. Et donc, on ne va pas aller chercher un minerai de zinc au fin fond d'une mine en Australie pour le concentrer et produire un lingot de zinc à Douai. Tout ça, ça se fait dans des boucles de l'ordre
sur de 300 à 500 km et souvent aussi sur des matériaux concentrés, contrairement notamment à l'exploitation minière où on extrait des minerais qui sont souvent très faiblement concentrés. Un minerai de zinc classique d'une mine riche actuellement ne contient que 2 à 4% de zinc, alors que nous, nos déchets que l'on traite contiennent en minimum 15% de zinc. De plus en plus, on essaye d'utiliser la voie fluviale, notamment pour des livraisons de grosses quantités de déchets qui sont manipulables en voie fluviale. Il est clair que, par exemple, je vous parle de la boucle dans la région, mais il y a quand même de moins en moins d'aciéries électriques dans la région, malheureusement. Et donc, nous, pour alimenter notre four, parfois, on est obligé d'aller les chercher plus loin. Là, l'exemple en date très récent, c'est qu'on a trouvé un énorme gisement, une vieille décharge en Grèce, contenant énormément de poussière d'aciérie. Et ben, tout ce transport de la Grèce vers le Nord-Pas-de-Calais se fait en voie fluviale. C'est-à-dire, on fait des bateaux en Grèce qui sont transbordés dans un port en Hollande directement sur des péniches qui ensuite arrivent dans les Hauts-de-France. Donc, on peut aller chercher les choses très loin, mais en réfléchissant sur un aspect logistique, évidemment. Alors, le coût derrière tout ça, le coût du transport, eh ben, il est intimement lié notamment au cours du zinc. C'est-à-dire, si le cours du zinc est suffisamment bon, ça vaut la peine d'aller le chercher un peu plus loin. S'il est trop bas, ça ne vaut pas la peine en termes économiques. Merci Frédéric, très intéressante réponse. Alors une question de Colas Environnement qui a été très intéressé par la présentation de Lorbon TP et qui lui demande quand l'installation de lavage sera en fonctionnement. Si Philippe veut bien répondre. Il semblerait que M. Lorband soit déconnecté. Donc, on lui enverra la question. Il y avait un complément aussi sur cet élément, c'était de savoir quel type de polluants seront traités. Je vais poursuivre. Je vous ai partagé les résultats du sondage, donc des questions qu'on vous a posées tout au long de ce webinaire. Donc, merci d'avoir été aussi nombreux à y répondre. Merci aussi d'avoir été aussi nombreux à participer à cette manifestation. Maintenant, je vous invite alors à suivre notre actualité sur le site du SPI de l'Artois. Donc, toutes les présentations seront mises sur le site et à aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn et sur YouTube. La vidéo de ce webinaire sera mise sur notre chaîne YouTube et sur la page de Team 2 aussi. Voilà. Bien, merci Jérôme. Donc, il me reste également, moi, à remercier tous les intervenants hein, pour leurs prestations, on va dire prestations qui vous font méritant des mérites que mérite votre professionnalisme. C'est un petit clin d'œil à Don Quichotte de Cervantes. Hein, c'est toujours important de citer les grandes références, on va dire, littéraires. Voilà, en ce qui concerne, puisque Jérôme a remercié l'ensemble des participants, il me reste à remercier l'équipe du SPI qui a contribué à l'organisation de ce webinaire. Voilà, mais surtout, en conclusion, il y a quand même, on va dire, la réponse à l'énigme. Hein. Vous vous souvenez, Hélène embarque avec Exponentiel, cela dérive, Exponentiel dit que veux-tu que ça me fasse pourquoi elle répond ça? Puisque la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle elle-même. Alors, si vous remplacez à présent la fonction logarithme par l'homme, si vous remplacez exponentielle par l'économie circulaire, ou les concepts d'économie circulaire, l'économie linéaire, si vous remplacez exponentielle par l'économie linéaire, et si vous remplacez la barque par une création de l'homme pour voguer sur le fleuve de la vie, vous apercevez que finalement, seul l'homme doit faire face aux turbulences de la vie et que ces concepts ne sont que des concepts. Voilà la conclusion et vive l'économie circulaire. Bonne fin de journée à vous. Et donc, on vous repasse à nouveau le film que nous avions passé en début de webinaire. Merci, bonne journée à vous.
Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.